Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un ami. Marc, merci de nous avoir reçus chez toi. Et bonjour Marc. Bonjour Herbie. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien, merci beaucoup. Tu as l'air d'aller très bien aussi. Et là, aujourd'hui, on va parler du pardon. Et expert en plaidoirie, et aujourd'hui, tu vas parler de la spiritualité, le pardon. De deux manières, religieuse Et morale. et morale. Effectivement, il est souvent question du pardon dans la religion, mais c'est d'abord une question de morale, et la morale sous-tend la société. Et il ne peut pas y avoir de société s'il n'y a pas de règles morales qui soient acceptées par l'ensemble de ses membres. C'est le consensus social. Ce qui est considéré comme bien et ce qui est considéré comme mal est indispensable pour la vie en société. Si certains font des choses que les autres considèrent comme mal, il faut que ce soit qualifié de cette façon et que tout le monde s'accorde sur les fondements, les règles de la morale. Et donc, le pardon fait partie de la morale, et si on en parle en religion, si on en parle dans la société, si on en parle aussi dans la justice, dans les procédures, dans les peines, etc., il ne faut jamais perdre de vue que c'est d'abord une question morale. Tout d'abord, Marc, avant même de continuer dans ton élan, il y a cette première partie où tu dois te présenter en fait au public, aux téléspectateurs. Qui es-tu? Parle-nous de toi en peu de mots. Alors en peu de mots, j'ai d'abord été juriste, j'ai exercé pendant 25 ans l'activité de conseil de société, d'avocat d'affaires, de monter des affaires, des opérations, etc. Et puis en parallèle, j'ai fait de l'immobilier en tant que conseil d'abord. J'ai travaillé quelque temps pour la régie immobilière de la ville de Paris, pour des promoteurs, pour des marchands de biens, pour des agents immobiliers. Et progressivement, j'ai monté des opérations en prenant des participations. Maintenant, ça fait 52 ans que j'exerce. J'interviens dans des montages d'opérations. Mais comme je n'y trouvais pas les satisfactions intellectuelle et morale dont j'ai besoin, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit un certain nombre d'articles qui ensuite ont été regroupés dans un premier livre qui s'appelle Un esprit saint, et puis regroupant des articles, des idées, chaque fois qu'il me vient une idée qui a une dimension sociale et une dimension morale, j'écris un article, ensuite je les regroupe, et ça constitue un certain nombre de livres. Actuellement, j'en ai 7 de publiés, dont le dernier qui traite de l'usage que l'on fait des sciences, et qui s'appelle Science exacte ou science abstraite. Parce qu'en réalité, la dimension d'abstraction, ce qu'on constate dans l'état de la société, c'est la déshumanisation, le remplacement de l'être humain, de la dimension humaine, par des systèmes, par des mécanismes, etc., qui, sur le plan de la morale, sont très mauvais, puisque ça gomme la dimension morale, ça gomme la dimension affective, et c'est ce qui, à mes yeux au moins, occasionne une grande partie des troubles qu'on rencontre dans notre société.
ces systèmes détruisent la morale, détruisent la dimension humaine, déshumanisent la société. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que certaines voix, dont la mienne, s'élèvent pour dire que la morale est très importante, que la dimension humaine est très importante, et éviter les manipulations, parce que actuellement on voit bien que les dirigeants politiques jouent sur les émotions et font prendre des décisions et entraînent dans des directions de fausses valeurs morales, simplement parce qu'ils jouent sur les émotions de la population et ils entraînent à faire des choses qui sont nuisibles. Tu es écrivain, 7 bouquins, ça fait beaucoup. Je ne me considère pas comme un écrivain. D'abord, je n'écris que des essais, pas de romans, pas d'autres types d'écriture que des essais, et toujours avec une dimension critique vis-à-vis de la société, en essayant de proposer des solutions qui permettraient de résoudre les problèmes qui se posent actuellement. Et j'ai 3 enfants, dont un de 18 ans qui est jeune, et l'état de la société me fait craindre aussi pour ma petite fille. Je ne voudrais pas que la société continue à évoluer dans le sens où elle évolue actuellement. Je voudrais que les choses se redressent, que les valeurs morales se redressent également, et donc qu'il y ait une autre société que celle dans laquelle nous vivons. Tu es militant aussi par rapport à tes explications. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du militantisme? Ce sont c'est ramener l'humanité vers les valeurs humaines de morale et faire prendre conscience de tous les désordres, de tous les dégâts qu'occasionne notre société, mais sans entrer dans le monde politique ou le milieu politique, simplement en faisant valoir ses idées. Donc, tu as beaucoup de casquettes, hein, donc on en a vu 3 là déjà. Bon, pour aujourd'hui, on va rester en fait sur le pardon, Marc. Est-ce que tu peux nous définir le pardon pour toi? Ça représente quoi? Parce qu'on voit que tu as un passé christique, tu as été à l'église. Est-ce que tu peux nous parler du pardon? Bien, pour moi, effectivement, l'origine du pardon ou de l'idée que j'en ai, c'est de pardonner comme nous souhaitons être pardonnés, ce qui est dans la prière catholique, pardonnez-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et justement, de trouver cet équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. De nos jours, là aussi, il y a un gros déséquilibre. Alors, on m'a appris le pardon dans la religion, mais tel qu'on me l'a appris, et ça n'est plus du tout dans l'idée qu'on en a dans la société. Aujourd'hui, on tendrait à imaginer qu'on puisse passer directement de la faute au pardon. Or, c'est pas possible. Il n'y a pas de passage direct, de lien direct entre la faute et le pardon. La faute a eu des conséquences, a fait souffrir, a connu des désordres et des victimes. Donc il y a des étapes, et qui sont les étapes que j'ai appris à l'Église. Dans mon éducation religieuse, il y a d'abord, par celui qui a commis la faute, la reconnaissance de la faute, qui est un élément très important, parce que celui qui nie la faute ne va pas dans la voie du pardon, dans le sens du pardon. Ensuite, il y a le repentir. Donc, dire que reconnaître que la faute qu'on a faite était mal. C'est ça le repentir. Dire ce que j'ai fait est mal. Ensuite, il y a la réparation ou la compensation. Alors là aussi, il y a énormément de
notions qui viennent perturber cette idée. Mais le principe de devoir réparer le dommage qu'on a causé, c'est une voie qui permet d'aller vers le pardon. Celle qui a été utilisée, alors il faut regarder aussi l'historicité dans ce domaine-là. Au départ, on a la loi du talion. Tout à fait. Et cette loi du talion, c'est on fait, c'est dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire celui qui a cassé une dent, on va lui casser une dent, celui qui a crevé un œil, on va lui crever un œil. Mais là, il n'y a aucune, c'est l'idée de sanction qui éloigne, à mes yeux au moins, de l'idée de réparation. Il est beaucoup plus productif, beaucoup mieux de chercher la réparation que de chercher la sanction. Et la sanction, alors, il y a cette expression qui existe, j'ai payé ma dette à la société. Mais dans la plupart des cas, la victime, ça n'est pas la société. Il y a des personnes, il y a une personne qui a été la victime, quelqu'un par exemple qui est mort à ce moment-là, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ses parents qui comptaient sur cette personne pour assurer leur bien-être, leurs revenus, s'occuper d'eux, etc., et qui a disparu. Le fait de faire de la prison à cette personne ne réparera en rien le dommage qui leur a été causé. Et dire que cette personne est libérée et pardonnée parce qu'elle a fait de la prison, c'est une déformation du principe moral. C'est échapper à la réalité du principe moral. Le principe moral, c'est de réparer le dommage causé. Là, on a un équilibre moral. La sanction, c'est une façon de substituer à la victime la société. Alors bon, la raison, on la connaît, c'est que si on laisse les choses en l'état, on arrive à la vengeance, à la vendetta, etc. Et donc, la société se substitue à la victime pour résoudre le problème, mais la façon dont elle se substitue, qui n'entraîne pas la réparation du dommage, qui n'affecte pas réellement les conséquences de la faute, est une mauvaise solution. Ce n'est pas une solution vraiment satisfaisante. Et la solution satisfaisante, donc, c'est la réparation. Alors, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de réparation à proprement parler, il y a la compensation. Alors là, on a créé les assurances. Et les assurances sont censées compenser le dommage, etc. Mais de ce côté-là, il y a eu une dérive également. Pendant des siècles, etc., on a évolué dans un sens et maintenant, comme un peu dans tous les domaines, il y a une financiarisation qui est absolue. C'est-à-dire on ne mesure plus rien qu'en termes financiers. Et c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que l'argent peut tout réparer? Non, bien évidemment pas. L'argent ne peut pas tout réparer. Et on se rend compte que c'est même de moins en moins le cas, puisque on arrive au versement de sommes qui sont très très élevées et au fait que là aussi on substitue au fautif un groupe qui lui n'est pas fautif, puisque c'est l'ensemble de ceux qui vont cotiser à cette assurance qui en fait vont supporter la réparation du dommage, comme c'est le cas lorsque c'est la sécurité sociale qui prend en charge les soins à ce moment-là, et le fautif est totalement exonéré. Sa responsabilité disparaît on n'a plus du tout l'idée que finalement on doit réparer ses fautes. C'est voilà, on est assuré, c'est le système social qui va prendre en charge, et donc il n'y a plus aucune responsabilité.
Donc il faut faire un retour vers la responsabilité et à ce moment-là, rétablir le pardon dans sa véritable fonction qui est l'apaisement de la victime ou des victimes. C'est à partir du moment où, je sais pas, celui qui a commis le dommage va travailler pendant un certain temps pour soutenir, aider la famille de sa victime, ou si c'est quelqu'un qui est blessé, va devoir lui rendre un certain nombre de services, faire ce qu'il n'est plus en mesure de faire, etc. Là, il y a une véritable dimension de réponse. Mais si la personne est irresponsable, par exemple, il est handicapé, il n'a pas tous ses moyens. Alors, si la personne, là, c'est un phénomène de responsabilité qui est devenu assez courant, et il y a un certain nombre de gens qui sont chargés de cette personne irresponsable. Et à ce moment-là, ce sont ceux qui sont chargés de gérer cette personne irresponsable qui doivent assumer la responsabilité, comme des parents assument la responsabilité des dommages causés par leurs enfants. À ce moment-là, si on a quelqu'un qui est reconnu irresponsable, soit il est dans un organisme, un système qui le prive de liberté mais assure son entretien, etc., ce sont les responsables de système qui doivent assumer la réparation, et s'il a un tuteur ou un curateur, etc., à ce moment-là, c'est au tuteur ou au curateur d'assurer la réparation. Et qu'il y ait une certaine ouverture par le système social, par les assurances, et en soit une bonne chose, mais que ce système se substitue entièrement à l'auteur de la faute en est une mauvaise, parce que c'est l'irresponsabilité totale. Et donc, l'impossibilité pour la victime ou les victimes de vraiment donner le pardon. Parce que ce pardon, c'est de ne plus avoir la rancune, la rancœur, le souci de vengeance. C'est d'abandonner ce souci de vengeance donc, pour pardonner. Mais quelqu'un qui n'a rien fait pour obtenir le pardon se gagne. Il s'accorde parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu des efforts de la part du fautif. S'il n'y a eu aucun effort de la part du fautif, s'il n'a rien fait et que c'est la collectivité qui prend en charge, c'est l'irresponsabilité et une certaine dimension de la déshumanisation. Il n'y a plus une valeur de l'individu. La valeur de l'individu, c'est sa responsabilité. Et d'ailleurs, la responsabilité, c'est le corollaire de la liberté. On n'est réellement libre que des actes dont on assume la responsabilité. Et dans les systèmes politiques, on s'en rend compte. Les systèmes politiques qui veulent restreindre les libertés, qui veulent contrôler, dominer, etc., proposent la sécurité en contrepartie du retrait des libertés. Et chaque fois qu'on demande un peu plus de sécurité, en contrepartie, on perd un peu de liberté. Et cet équilibre qui doit se situer au niveau de l'individu qu'on transfère au niveau de la société. Il y a une responsabilité sociale de gens qui ne sont en rien responsables du dommage et une irresponsabilité de ceux qui sont responsables du dommage. Mais on le voit aussi parmi les dirigeants politiques, les dirigeants de société. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont mal géré, lorsqu'ils ont commis des fautes, on leur retire certains droits d'exercer, etc., propose la sécurité en contrepartie du retrait des libertés. Et chaque fois qu'on demande un peu plus de sécurité, en contrepartie, on perd un peu de liberté. Et cet équilibre qui doit se situer au niveau de l'individu qu'on transfère au niveau de la société. Il y a une responsabilité sociale de gens qui ne sont en rien responsables du dommage et une irresponsabilité de ceux qui sont responsables du dommage. Mais on le voit aussi parmi les dirigeants politiques, les dirigeants de société.
aujourd'hui, lorsqu'ils ont mal géré, lorsqu'ils ont commis des fautes, on leur retire certains droits d'exercer, etc. Mais lorsque des dirigeants perdent des sommes énormes, se lancent dans des opérations douteuses, etc., ils n'ont jamais de véritable sanction, d'obligation de réparer les dommages. Bon, là, il y a deux choses à tout ce que tu viens de dire là, parce que est-ce que tout le monde est capable de pardonner? Puisque tu as parlé de la morale, ça c'est du côté universel, mais il y a aussi le côté pénal. Et il y a la troisième partie, c'est religieuse. Est-ce que tout le monde a cette dimension pour pouvoir pardonner? Alors, savoir si ce ne serait pas tout le monde, ce serait chacun. Parce que, effectivement, la dimension individuelle, tout le monde c'est collectif, chacun c'est individuel. Et après, il y a aussi un gros problème qui est celui de l'éducation. On a un système qu'on appelle l'éducation nationale qui en réalité ne fournit aucune éducation. Il fournit une instruction, il donne des connaissances, mais l'éducation et la transmission des connaissances sont deux choses différentes. Éduquer, c'est apprendre à se comporter. Et dans les écoles, on n'apprend pas, ou très peu, enfin, ça dépend des enseignants. Quelques-uns sont capables de le faire, mais ça n'est pas la majorité. Ce d'autant moins que ça n'est pas pris en considération et que ça ne fait pas partie des règles. Leur règle, c'est de faire apprendre ou d'enseigner, d'obtenir des résultats à des examens qui sont des résultats individuels, sans tenir compte en mettant en compétition donc, des enfants, ce qui coupe la tendance naturelle à collaborer, sauf à le faire maintenant par petits groupes. La dimension sociale, l'accès à la conscience sociale passe par le travail collectif. Et dans toute société, dans toute entreprise, le travail est collectif. Il n'est jamais purement individuel, comme ce qu'on enseigne dans l'enseignement. Et là, il y a une erreur dans la façon de le faire. Et c'est le système enseignant ne cherche plus à donner ces bases morales qui ont existé, sans doute par réaction à la suite de la séparation de l'Église et de l'État, puisque la morale qui était enseignée était la morale catholique, qui était la religion dominante en France, qui l'est peut-être encore, mais c'est pas sûr. Et en fait, il y a un système moral qui est sous-tendu dans chaque religion, et ces systèmes sont différents. Les valeurs sont différentes, notamment en ce qui concerne les fonctions ou l'égalité des hommes et des femmes, les droits des enfants, etc. Tout ça est très différent. Et lorsque on veut uniformiser, à chaque fois c'est le cas, on uniformise au niveau le plus bas. C'est-à-dire que tout ce qui avait une certaine valeur est supprimé de façon à niveler au point zéro. Et l'évolution de la société le montre. Maintenant, je rencontre des diplômés d'études supérieures qui ont des titres universitaires élevés et qui sont parfaitement incultes, qui n'ont aucune culture, qui sont sans doute de grands spécialistes dans un domaine très particulier et très précis, mais en dehors de ça, qui ne connaissent rigoureusement rien. Et ne pas être capable d'aborder les disciplines différentes de la sienne, c'est rester limité à des schémas mentaux et comportementaux
qui empêche d'évoluer. Ça tend à faire stagner. Ça, c'est l'éducation nationale, d'après toi, qui est responsable. Voilà, enfin, c'est, disons que l'ensemble de la société, mais qui aboutit au système de l'éducation nationale tel qu'il existe aujourd'hui, qui s'est appelé l'instruction publique, mais qui devrait encore, si on voulait choisir des termes correspondant à son activité, devrait encore s'appeler l'instruction publique et pas l'éducation nationale.